Bonsoir à tous, bienvenue sur Reflet TV. La Côte d'Ivoire s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire politique. Dans quelques jours, les électeurs ivoiriens seront appelés à choisir celui ou celle qui portera les destinées de la nation ivoirienne pour les 5 prochaines années. À ce moment charnière, Reflet TV ouvre un espace d'expression équitable républicain et citoyen consacré à la présentation des projets ou des programmes de société des différents candidats pour leur représentant à la présidentielle ivoirienne. Ce soir, notre invité est Awa Domielo, ingénieur de renom, ancien ministre également, et puis ancien directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET. Il est aussi une figure du courant souverainiste et panafricaniste ivoirien. Son projet intitulé Souveraine la Côte d'Ivoire se veut une réponse à un double défi, celui de la dépendance économique et celui du développement inégal à travers 42 propositions structurées autour de 4 grands chantiers: la souveraineté économique, le renforcement du capital humain, la réforme de la gouvernance et la résilience climatique. Awa Domielo ambitionne de refonder la République ivoirienne sur un principe, celui de la dignité nationale et de l'indépendance assumée. Pendant 70 minutes, il aura l'occasion de détailler sa vision pour les Ivoiriens. Et ses choix également de répondre à toutes nos questions, des questions qui interpellent bien sûr, et de convaincre les téléspectateurs et futurs électeurs à cette élection du 25 octobre prochain. Bonsoir Awa Domielo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, bien avant d'entamer cette interview, je vous invite à regarder cet élément qui revient sur de grands moments de votre parcours politique. C'est maintenant. Voilà, de retour en plateau, nous aurons l'occasion de revenir sur les grands axes de votre programme de société. Mais avant, Awa Domielo, quelle est la philosophie générale de votre projet intitulé Souveraine la Côte d'Ivoire? Bien, la philosophie générale, c'est que dans ma vision de la future Côte d'Ivoire, nous voulons une Côte d'Ivoire démocratique, souveraine et panafricaniste. 3 objectifs stratégiques qui sont symbolisés par 3 dates importantes. 1960, la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance, mais elle n'a pas suffisamment de cadres. Elle sous-traite une bonne partie de sa souveraineté à l'ancienne puissance coloniale. Contrairement à d'autres pays comme le Ghana, comme la Guinée, comme le Maroc ou comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire a choisi de sous-traiter une bonne partie de sa souveraineté à l'ancienne puissance coloniale. Et donc une dépendance économique est née et notre marge de manœuvre, c'était le développement de l'agriculture. La deuxième date importante, c'est 1990. La Côte d'Ivoire accède au multipartisme, mais après plusieurs années de culture du parti unique. Et donc, lorsqu'on accède au multipartisme, la culture politique reste toujours une culture du parti unique, qui est faite souvent de négation du droit à la différence. Et c'est cette négation du droit à la différence qui fait naître les partis-États, c'est-à-dire les partis qui gouvernent pour eux-mêmes et par eux-mêmes en excluant les autres de la vie politique. Et donc, nous devons passer à un deuxième stade, c'est-à-dire le stade de la démocratie, où c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, indépendamment des différences politiques, ethniques ou religieuses. Et la troisième date, la plus importante, c'est 2013, où les chefs d'État africains ont adopté l'agenda 2063, qui a pour objectif d'intégrer économiquement et sur le plan des infrastructures le continent africain et de faire progresser l'Afrique vers les États-Unis d'Afrique à l'horizon 2063. Donc voilà les 3 éléments clés, les 3 dates indicatives qui jalonnent ma conviction et ma conception idéologique et ma vision de la future Côte d'Ivoire. Bien. Alors, vous parlez d'un modèle d'économie de matières grises opposé à celui des matières premières. Que faut-il comprendre? Ben, comme je vous ai indiqué en 60, la population ivoirienne était une population essentiellement rurale. Et donc, plus de 90% des Ivoiriens vivaient en milieu rural. Et donc, notre capacité de production, elle était beaucoup plus tournée vers l'agriculture. Et nous avons fait notre preuve. On est devenu premier producteur mondial de cacao. Et dans plusieurs domaines de l'agriculture, tels que le coton, l'EVA, le palmier à huile, etc., la Côte d'Ivoire est vraiment dans les top 5 de ces matières premières. Ça veut dire que nous avons réussi ce challenge
Le deuxième challenge, c'est de passer d'une économie des matières premières à une économie des matières grises, parce que nous avons maintenant beaucoup de cadres qui sortent des écoles et des universités et qui ont une formation extraordinaire en Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin que toutes ces intelligences viennent prendre en main le destin industriel de la Côte d'Ivoire, ce qui va permettre d'industrialiser totalement la Côte d'Ivoire et donc passer des matières premières aux produits finis, ce qui exige de la matière grise. Et donc, on n'est pas des docteurs qui chôment ou plusieurs cadres qui chôment parce que sortis des écoles, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'usine et ils sont obligés d'aller en Europe, là où nos matières premières se transforment en produits finis. Il faut que ces matières grises-là travaillent maintenant pour le continent africain, pour industrialiser le continent. Voilà ce qui explique que nous avons besoin de passer de la matière première à la matière grise, qui constitue un capital humain important. Vous parlez beaucoup de souveraineté. Et comment vous définissez la souveraineté aujourd'hui dans le contexte ivoirien? La souveraineté suppose un développement du peuple par le peuple et pour le peuple, parce que la souveraineté appartient au peuple avant tout. Et ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire? Comme je vous ai expliqué, en 60, une bonne partie de notre souveraineté a été sous-traitée dans le domaine militaire, dans le domaine monétaire. Et en 2025 et dans le domaine aussi économique et industriel. Et en 2025, nous pensons que l'heure est venue pour se libérer des liens qui ont été tissés pendant la période post-coloniale pour qu'on prenne en charge nous-mêmes notre destin militaire, monétaire et notre destin industriel. Voilà ce que j'appelle... Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire comme ces pays de l'AES qui ont rompu avec le colon, l'Occident, on va dire la France, et aujourd'hui se rapprochent de la Russie? Non, ce que moi je veux, c'est une rupture militaire, une rupture monétaire. Parce que lorsque vous avez un instrument monétaire comme le franc CFA, le problème de fond qui se pose, c'est que votre politique monétaire n'est pas définie exclusivement par vous, mais en partenariat avec l'ancienne puissance coloniale. Et donc cette politique monétaire-là, eh bien souvent, ça vous prive de votre épargne et ça vous rend non compétitif par rapport aux autres économies. Et donc en se libérant de cette chaîne-là, nous sommes capables non seulement d'avoir nos réserves chez nous, mais de créer un fonds souverain qui puisse nous rendre complètement souverains dans le financement de notre économie, comme les pays du Golfe, qui, lorsqu'ils ont pris leur souveraineté sur leur pétrole, sont devenus des bailleurs de fonds de toute la planète et financent eux-mêmes leur développement. Lorsque vous visitez ces pays, vous vous rendez compte de ce que signifie la souveraineté économique. Voilà ce que je veux pour la Côte d'Ivoire et pour le continent africain. Et en parlant de souveraineté et de résilience économique, vous proposez également d'annuler les accords de défense avec la France. Quelles seraient les conséquences concrètes également? Comme le Ghana, comme le Nigeria, comme le Maroc, comme l'Algérie, comme l'Éthiopie, comme l'Égypte, comme l'Angola, comme tous ces pays qui eux-mêmes ont leur propre puissance militaire pour se défendre. Et ils ont leur propre complexe industriel, au moins pour fabriquer les munitions et les fusils et les armes nécessaires pour se défendre. Donc nous voulons une souveraineté monétaire qui soit accompagnée du développement d'un complexe militaire qui puisse permettre d'être suffisamment autonome. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'il y a embargo, eh bien, vous êtes privé de munitions et d'armes et donc vous êtes incapable de vous défendre. Et supposons qu'une rébellion naisse et soutenue par l'ancienne puissance coloniale qui vous met un embargo, vous êtes incapable de vous défendre. Donc la rébellion vient vous enlever et vous éjecter du pouvoir. Ça, c'est l'absence de souveraineté militaire. Et c'est une alternative pour vous pour garantir la sécurité nationale? C'est une garantie pour la sécurité nationale et pour la défense du territoire. Bien. Et quelle place pour les BRICS et la Russie dans votre vision de défense ivoirienne? Les BRICS ont une vision, c'est le développement de la souveraineté et d'un monde multipolaire, ce qui donne le choix à chaque pays de choisir ses partenaires qu'il souhaite. Et nous, moi, ma philosophie personnelle, c'est que nous avons besoin de technologies pour s'industrialiser. Et cette technologie-là, nous pouvons aller la chercher en Russie, nous pouvons aller la chercher en France, aux États-Unis, au Brésil, en Chine,
en Inde, en Afrique du Sud et même chez nos voisins. Et donc, c'est ce monde multipolaire-là qui ouvre un champ énorme en matière de coopération internationale. Ça, c'est la vision des BRICS. Protection de la souveraineté et coopération multipolaire. Voilà ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire. Bien. Et sur le plan économique, quels secteurs économiques doivent, selon vous, revenir sous contrôle national? D'abord, toutes les matières premières, de mon point de vue, ne doivent plus sortir d'une manière brute de la Côte d'Ivoire. Il faut ajouter de la valeur à ces matières premières-là pour donner du travail à la matière grise nationale. Et deuxièmement, on a beaucoup de produits qu'on importe. Prenons par exemple le cas des automobiles, des médicaments, de tout ce que vous voyez ici, des ampoules, des caméras, des téléphones que vous avez, tous ces éléments-là, eh bien nous importons. Et même le riz, nous avons souvent l'habitude d'importer du riz pour se nourrir. Et plusieurs produits sont importés. Et donc, notre objectif, c'est de sélectionner un certain nombre de produits pour ne plus qu'on les importe, mais qu'on les produise sur place. Nous avons beaucoup de véhicules, il y a même des embouteillages partout, mais nous sommes incapables de produire une pièce détachée. J'étais directeur général du BNED. Souvent, il y avait des chantiers qui s'arrêtaient parce qu'il y a des boulons d'un certain nombre de machines qu'on ne pouvait pas trouver en Côte d'Ivoire. Il fallait aller en Allemagne pour aller les chercher et puis on attend que le boulon arrive. Nous sommes capables de fabriquer des boulons. Nous avons l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro qui a été conçu pour générer une technopole capable de produire toutes les pièces détachées et donc d'être suffisamment autonome en matière de production de pièces détachées et de montage de pièces détachées, pour au moins qu'on ait des marques automobiles ivoiriennes. Comment comprenez-vous qu'après 60 ans, on n'a même pas une marque de véhicules dans les milliers de véhicules qui circulent en Côte d'Ivoire? Vous pensez qu'on a les moyens? Ben, largement, on a les moyens. Et qu'est-ce qui manque donc? La volonté politique et une volonté de se soustraire des accords coloniaux, puisque la colonisation nous a spécialisés dans la production des matières premières et en même temps dans la consommation des produits finis venant des anciennes puissances coloniales. C'est ça le pacte colonial qui a été garanti par la défense, c'est-à-dire la présence de l'armée coloniale sur notre sol, et par la monnaie qui nous oblige à nous lier monétairement à l'ancienne puissance coloniale. Et donc ces deux instruments-là, pour moi, une fois qu'on sera libéré de ces deux instruments, nous pourrons avoir une politique autonome et les financer. Mais comment voulez-vous que la France vous finance pour fabriquer des véhicules pour concurrencer Peugeot et Renault? Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on ait notre fonds souverain et avec ce fonds souverain, nous fabriquons ce que nous avons décidé de fabriquer. Et donc la souveraineté économique, évidemment, est liée à la souveraineté financière. Bien, la souveraineté économique, c'est aussi la cacaoculture, le cacao qui représente, en tout cas, en Côte d'Ivoire, qui est la Côte d'Ivoire, pardon, est le premier producteur mondial de cacao avec près de 40% de la production mondiale. Quelle est votre vision pour ce chantier? Aujourd'hui, le prix du cacao, le kilogramme est à 2800 francs CFA. Est-ce que vous proposez mieux? Ben évidemment. Et par quel mécanisme? Évidemment. Lorsqu'on retourne en 60, la paysannerie, très peu savait lire et écrire. Moi, je me souviens, dans ces années-là, au début des indépendances, il y avait des villages. Quand vous recevez une lettre, vous êtes obligé d'aller en ville pour faire lire la lettre. Ça veut dire que lire et écrire n'était pas le point fort de cette population paysanne-là. Mais aujourd'hui, les paysans ont des enfants qui sont là à l'école. Donc, on peut passer d'une agriculture paysanne à une agriculture moderne, c'est-à-dire créer des entreprises modernes. Et les enfants des paysans sont capables non seulement de produire, mais eux-mêmes d'aller chercher là où on vend ces produits-là au mieux. On paye le cacao à 2800, mais sachez que sur le marché international, c'est à 6000, au moins le kilo. Et lorsque vous allez en Russie ou en Biélorussie, les prix montent. Vous allez en Chine, vous avez des prix intéressants. Donc le producteur peut lui-même, soit seul ou collectivement en coopérative, ou avec l'appui des PME nationaux spécialisés, eh bien se lancer dans la commercialisation de ces produits-là. Ce qui fait qu'au lieu de 2800, eh bien c'est 6 000 francs, déduction faite des coûts de transport, de l'assurance et du fret. Et donc ça permet de s'enrichir beaucoup plus et donc de réinvestir pour transformer sur place ces matières premières en produits finis et s'approvisionner de technologies modernes
pour accroître la production et la productivité et diversifier aussi bien du cacao au vivrier, du vivrier à l'élevage et de l'élevage à la pêche. Donc nous avons là une dynamique de diversification horizontale mais verticale. Et donc ça peut permettre d'engager un processus de développement autocentré et autonome, c'est ce que j'appelle la souveraineté dans le domaine du cacao. Et donc nous devons passer d'une économie cacaoyère à une économie du chocolat. Et vous pensez qu'on a la main-d'œuvre adéquate en Côte d'Ivoire? Évidemment. Aujourd'hui, si les Ivoiriens, par exemple, vous donnent 5 ans, est-ce qu'en 5 ans, on pourra mettre en place ce projet? Aujourd'hui, vous avez près de 400-500 000 diplômés chaque année. Et il n'y a que 100 000 qui ont de l'emploi. Donc, on a un volant des jeunes. Imaginez-vous tous ces jeunes-là, eh bien, nous pouvons les utiliser pour le développement industriel avec un minimum de formation qualifiante, puisque c'est des diplômés, mais ils n'ont pas de qualification. Il faut passer donc du diplôme à la qualification pour leur donner du travail dans les usines. Et ça, cela est possible puisqu'on a des grandes écoles et nous serons en partenariat avec plusieurs écoles dans le monde. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, former professionnellement une personne n'est pas quelque chose de compliqué. Et donc, nous pouvons à distance faire des formations de courte durée pour qualifier nos jeunes et les mettre directement au travail. Bien. Et quelle politique pour donner du souffle aux entreprises ivoiriennes qui souffrent assez? Les entreprises ivoiriennes souffrent de plusieurs facteurs. D'abord, les coûts de production. Les coûts de production, vous avez le carburant qui coûte cher. Or, n'importe quel entrepreneur, évidemment, sa première dépense, c'est le déplacement vers le lieu du travail et du lieu du travail vers le consommateur. Donc, le coût du carburant est un élément important. Et aujourd'hui, quand vous voyez en Côte d'Ivoire le prix du litre de carburant, eh bien, vous voyez que ce n'est pas du tout compétitif. Nous sommes à plus de 800 francs, mais nos pays concurrents comme la Chine, etc., qui sont des pays industrialisés, eh bien, le prix est différent. Vous allez à Moscou, vous avez le litre à 250, au maximum 300 francs le litre, toute taxe comprise, contrairement à 800 ici. Donc, vous avez un gap de compétitivité dans ce secteur-là. Pourtant, nous avons du pétrole, comme la Russie. Et qu'est-ce qu'on fait? On extrait le pétrole. Comme c'est des concessions, ça ne nous appartient pas, on l'exporte. Et pour faire tourner notre société ivoirienne des raffineries, on est obligé, on exporte notre brut et on est obligé d'importer du brut pour alimenter notre cire. C'est une aberration qu'il faut corriger. Et donc, c'est toutes ces aberrations-là qui vont permettre de baisser le coût, le prix du pétrole. C'est comme l'électricité. L'électricité, c'est à peu près du thermique et de l'hydraulique. Le thermique, c'est le gaz. Le gaz que nous utilisons pour alimenter nos centrales, c'est du gaz qui a été concédé à des opérateurs privés qui produisent le gaz et nous l'achetons comme si nous l'achètions à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc le coût évidemment est élevé. Et donc lorsque vous produisez de l'électricité avec du gaz à prix élevé, à la sortie, vous avez du courant qui coûte cher. Est-ce que l'énergie solaire est une solution? L'énergie solaire est un moyen de diversification. Mais son défaut, c'est que ce n'est pas une énergie stable. Pour la stabiliser, il faut dépenser un peu plus en matière de batterie, d'accumulation. Tout ceci est possible, mais c'est une question de compétitivité, rapport qualité-prix. Et le gaz est un moyen efficace, ainsi que le nucléaire et d'autres moyens tels que l'hydraulique, puisque l'eau, vous ne payez pas, c'est des cours d'eau. Et donc, tout ce potentiel-là permet d'avoir une diversification, un mix énergétique qui permet d'avoir un prix compétitif pour nos usines. Et donc, il faut pouvoir reprendre en main notre secteur gaz pour qu'on puisse baisser le prix de l'électricité pour que nos entreprises soient compétitives. Le troisième élément important, c'est le coût du crédit. En Côte d'Ivoire, lorsque vous voulez du crédit pour faire fonctionner votre usine, c'est des taux qui vont jusqu'à 12-17%. Contrairement à la Chine, où vous avez des taux de crédit de l'ordre de 3%, à l'Europe, où souvent le taux de crédit est négatif. Donc, vous ne pouvez pas être compétitif tant que vous n'avez pas repensé votre politique financière. Et donc, repenser cette politique financière-là nous amène à aller vers les zones franches qui permettent donc d'avoir des prix administrés pour permettre à nos entreprises d'être compétitives. Et puis, le dernier élément important, c'est le CFA lui-même. Le CFA n'est pas compétitif par rapport au Naira, ni par rapport au
RMB, au yuan RMB. Il faut donc avoir sa propre monnaie. Il faut avoir sa propre monnaie et avoir sa propre politique monétaire qui permet à la monnaie d'être compétitive par rapport aux autres monnaies concurrentes. Bien, justement, on a des pays qui ont leur propre monnaie, mais des pays que la Côte d'Ivoire ne vit pas forcément dans la sous-région africaine. Mais avoir sa propre monnaie ne suffit pas. Il faut avoir les réserves nécessaires pour soutenir la monnaie. Nous, la Côte d'Ivoire, on a la chance, on est premier producteur mondial de cacao, donc nous avons suffisamment de réserves pourvu que la vente du cacao nous revienne aux Ivoiriens, puisqu'aujourd'hui, c'est quelques multinationales qui tirent le maximum et qui exportent leurs richesses hors du pays, compte tenu des accords de coopération monétaire et des accords le code d'investissement. Donc, si nous avons nos réserves qui nous reviennent et que notre or, parce qu'aujourd'hui, on produit à peu près 50 tonnes d'or par an, mais c'est des contrats de concession où on n'a que 5-10%, et puis les 90%, c'est pour celui à qui on a concédé ces contrats-là. Il faut tout simplement renégocier ces contrats-là pour que notre or nous revienne. Donc, si notre or nous revient, que nos devises, nos réserves en devises nous reviennent, nous sommes capables de soutenir n'importe quelle monnaie. Mais si vous n'avez pas mis en place une telle économie et que vous créez votre propre monnaie, mais vous allez à l'abattoir parce que vous n'avez pas la contrepartie de la monnaie que vous avez créée en termes de réserve. Or, c'est ça qui fait la force et la puissance d'une monnaie. Qu'est-ce qui fait la force de l'euro? C'est toutes les matières premières que nous leur vendons. C'est ça qui constitue leur matière. Et tout l'or que nous leur cédons pour garantir leur monnaie, ça leur permet de lever du financement sur le marché international. Bien. Et donc, notre souveraineté exige qu'on ait suffisamment de réserves en or et de réserves en devises pour avoir une monnaie forte. Toujours dans le chapitre économique, quelle réforme fiscale pour les entreprises ivoiriennes? D'abord, la réforme fiscale, il faut voir ça sous plusieurs aspects. Parce qu'il y a le passage de l'économie informelle à l'économie formelle. Il faut très vite mettre en place un programme qui puisse permettre de passer de l'économie informelle à l'économie formelle. Cela va permettre d'élargir l'assiette fiscale et donc d'avoir une politique fiscale qui ne soit pas du harcèlement fiscal, mais que tout le monde paye ce qu'il faut payer, mais d'une manière consensuelle, parce qu'aujourd'hui, eh bien, la politique fiscale est définie d'une manière administrative et autoritaire. Il faut négocier. Et donc, vous avez la capacité de mettre en place une politique fiscale avec l'élargissement de l'assiette fiscale qui permet de baisser la pression fiscale sur les entreprises. Parce que ça aussi, ça permet d'avoir du volant en matière de réinvestissement dans l'économie. Et donc, il faut encourager le réinvestissement et il faut encourager nos PME, nos secteurs informels pour qu'ils sortent du secteur informel et qu'ils aillent vers le secteur formel. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des infrastructures. Nous, dans notre vision, on a prévu que pour que le secteur informel sorte de l'informel, il faut dans chaque quartier des villages économiques, c'est-à-dire des espaces dédiés avec des cases économiques où le secteur informel va venir opérer dans chaque quartier et sur toute l'étendue du territoire. Ça permet non seulement de donner un cadre sain aux artisans, aux commerçants, aux restaurateurs, etc., mais aussi d'avoir un cadre où ils passent de l'informel au formel et nous pouvons mettre en place une politique qui permet à l'État de récupérer une partie des recettes induites par le commerce de leurs produits. Et donc, nous sommes capables d'avoir un code d'investissement adapté à ce secteur-là qui ne met pas tellement la pression fiscale, mais qui prélève sur le résultat, je vais dire, de leur commerce. Et ça permet donc d'avoir une souplesse en matière de gestion de la fiscalité, parce que, bon, souvent, ils n'ont pas l'expertise comptable, il faut mettre en place des services comptables, ils n'ont pas l'expertise en matière de qualification ou de certification de produits pour l'exportation. Il faut mettre en place des services adaptés. Ils n'ont pas accès au crédit. Il faut mettre en place des services de crédit adaptés dans ces villages économiques-là. Donc, tous les services qui permettent donc d'appuyer le secteur informel pour aller vers le formel, c'est ce que nous avons baptisé les villages économiques, avec des cases économiques. Est-ce que ce n'est pas un projet semblable à celui mis par le gouvernement en place à travers les guichets emploi jeunes?
qui permet de financer des projets des jeunes, du secteur informel comme des entreprises formelles également? Non, les guichets emploi jeunes, c'est sélectif. C'est sélectif parce qu'on choisit quelques jeunes et puis on leur dit vous avez droit à tel montant pour faire des investissements. Non. Il faut créer l'environnement pour que celui qui opère déjà dans le secteur informel soit dans le formel et mettre en place tout le système nécessaire parce que celui qui est déjà en exercice dans le secteur informel a les connaissances techniques nécessaires. Ce qu'il lui faut, c'est un environnement financier et des services pour passer de l'informel au formel et pouvoir certifier le produit qu'il met sur le marché de consommation et bénéficier du crédit nécessaire pour monter en grade son affaire. Et donc, c'est tout un environnement moderne, mais qui conserve et qui est orienté vers le secteur informel pour les rendre formels. Maintenant, les crédits aux jeunes, etc., ça, c'est une autre politique. Moi, je ne vois pas ça comme ça. J'estime qu'un jeune, d'abord, toute la jeunesse ivoirienne, ceux qui ne travaillent pas, il faut mettre en place un système qui permet d'avoir un revenu minimum d'insertion, ce qui permet à tout jeune non seulement de ne pas être handicapé sur le plan social, mais d'avoir le minimum pour sa survie. Et donc, à partir de là, il faut créer un environnement qui puisse permettre d'avoir accès au crédit et d'accompagner le jeune dans son cursus de création d'entreprise. Donc, il faut mettre en place des start-up, des incubateurs d'entreprises et des pépinières d'entreprises. Bien. Alors, nous allons maintenant parler de la question de la dette ivoirienne, cette question qui divise tant. D'aucuns affirment qu'on donne du crédit, pour parler comme des Ivoiriens, qu'à ceux à qui nous avons confiance. Est-ce que vous partagez cet avis? La Côte d'Ivoire serait très endettée selon vous? Ou vous pensez que la dette est une solution au problème des Ivoiriens? La dette est un problème pour les Ivoiriens et ce n'est pas une solution. Surtout la dette. Est-ce que la conséquence de la dette, c'est la cherté de la vie? Évidemment, puisqu'il faut rembourser. Et lorsque vous n'avez pas de revenus ni de fonds de souveraineté, où est-ce que vous allez chercher l'argent pour rembourser la dette? Mais c'est dans la poche des citoyens. Et comment vous prenez l'argent dans la poche des citoyens, mais en augmentant les prix des produits de consommation destinés à la population? Donc la dette entretient systématiquement, je veux dire, la cherté de la vie. Et donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme vous constatez, eh bien, nous sommes endettés à hauteur de près de 30 000 milliards. Et le service de la dette, c'est-à-dire ce qu'on est obligé de payer chaque année, c'est autour de 5 400 milliards de francs CFA, ce qui, par rapport au budget, constitue près de 40% du budget. Bien. En dépit de tout ce que vous avez dit, quelle stratégie pour pouvoir réduire le poids de la dette ivoirienne? D'abord, il faut comprendre comment cette dette-là est créée. Prenons le cacao. Nous avons du cacao. Nous donnons des licences d'exportation à des opérateurs privés qui achètent à 2 800, qui le vendent à 6 000 le kilo. La différence, c'est-à-dire plus de 3 000 francs CFA multiplié par 2 milliards de kilos, puisque nous avons 2 millions de tonnes par an, vous avez à peu près 6 000 milliards. Ces 6 000 milliards-là, où ça s'en va? Mais dans la poche des privés, des quelques privés. Moi, ma politique, c'est justement de faire de telle sorte que ce volume financier-là revienne en partie à l'État et en partie aux opérateurs nationaux. Et donc, constituer un fonds de souveraineté qui puisse permettre de faire face à la dette. Et donc, si nous avons ce fonds de souveraineté, eh bien, nous sommes capables de nous désendetter. C'est-à-dire, au lieu d'emprunter, ben, nous-mêmes, nous finançons notre propre développement. Et donc, voilà comment on peut désendetter progressivement la Côte d'Ivoire et faire face à sa dette. Donc, pour moi, oui, il y a une solution possible. Et ce n'est pas une solution inventée. Hein. Tous les pays qui ont été dominés, lorsqu'ils ont repris un peu en main leur économie, ils ont annulé automatiquement leur dette au bout de 2 ans, en remboursant intégralement. Bien. Et donc, ce n'est pas des problèmes insolubles. On a la capacité, surtout qu'on est premier producteur mondial de cacao, d'avoir suffisamment de revenus si notre économie nous revient. C'est pour ça que je parle de souveraineté économique. Bien, Awa Dombele, nous allons maintenant parler éducation et formation. Vous proposez une loi cadre sur l'éducation. Quelle en serait la priorité?
D'abord, la loi cadre sur l'éducation, il faut faire le constat net. Nous avons une école qui est héritée de l'école coloniale. C'est-à-dire nous avons des salles de classe, nous avons un tableau et nous avons des élèves. Et on leur apprend tout au tableau. Et donc, quelle est la conséquence? C'est que si vous voulez former un agriculteur, il sait bien planter au tableau, mais si vous lui donnez de la terre, eh bien, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, il a des diplômes, mais il n'a aucune qualification professionnelle. Il faut briser cette distance-là entre le diplôme et la qualification professionnelle. Donc, il faut changer l'école pour que l'école donne non seulement des diplômes, mais des qualifications. Donc, à côté de la salle de classe, il faut des laboratoires et il faut des pépinières d'entreprise et des incubateurs. Évidemment, ça met du temps. Mais entre-temps, il faut dans cette loi cadre-là, une loi spécifique qui légifère sur la formation par alternance entre le milieu professionnel et l'école, ce qui permet de donner une qualification à l'élève. Et puis ensuite, il faut faire revenir les bourses. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui ne peuvent pas aller à l'école tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, en faisant revenir les bourses, nous donnons les moyens à ces élèves-là de poursuivre aisément leur cursus scolaire. Et troisième élément, il faut relever, disons, le revenu des enseignants. Eux-mêmes, ils ont proposé des indemnités supplémentaires pour que l'enseignant non seulement suive l'élève en classe, mais suive son itinéraire pour sa qualification professionnelle. Donc, il suit l'élève pour avoir un diplôme, mais il le suit aussi dans l'acquisition de qualifications. Et donc, c'est, je dirais, un double travail qui a besoin d'être rémunéré. Mais en même temps, il faut encourager la recherche et la création de brevets. Parce que un pays, la santé économique d'un pays se mesure par sa capacité à produire des brevets. Et chaque brevet est une industrie potentielle qui peut se développer dans une pépinière d'entreprise ou dans un incubateur. Et donc là, nous avons tout un système d'enseignement supérieur à rénover, tout un système éducatif à rénover pour que l'élève qui rentre à l'école ait du savoir-faire et du savoir-faire faire. Vous êtes en train de dire que tous les pouvoirs d'Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara ont tous échoué sur le côté de l'éducation. Non, parce que l'économie était de type primaire. Donc, qu'est-ce qu'on avait besoin? Des gens qui savent lire et écrire, qui remplissent notre administration. Et puis, comme l'économie était paysanne, sans révolution technologique, c'est la daba, c'est la machette. On n'a pas besoin de qualification. Donc, l'école était à l'image de notre économie. Mais si nous voulons industrialiser la Côte d'Ivoire, nous avons besoin d'une nouvelle école. Bien. Nous parlons de nouvelle école. Votre regard sur le niveau scolaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire et universitaire également? Très bas. Mathématiques, 0. Un élève arrive en 6e, souvent en mathématiques, c'est complètement nul. En écriture aussi, c'est nul, parce que nous avons mis en place un système pédagogique qui permet, je vais dire, à l'élève de progresser, même s'il ne connaît rien. Et donc, ce système-là produit évidemment des analphabètes. Et donc, nous avons un système complètement gangréné. Et ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont souvent recours à des cours du soir, des cours complémentaires, ou qui vont tout simplement dans le secteur privé. 70% de notre école aujourd'hui est privée. Ça veut dire que l'école publique a disparu. Il faut faire revenir l'école publique pour qu'on puisse vraiment suivre d'une manière professionnelle les enfants que nous mettons à l'école et pour leur permettre d'avoir la qualification nécessaire pour que la Côte d'Ivoire retrouve ses lettres de noblesse, c'est-à-dire puisse produire des génies. Mais malgré tout, il y a quelques génies qui naissent et qui, par leur génie propre, sont aujourd'hui au niveau international de grands mathématiciens, de grands ingénieurs et qui alimentent plusieurs universités, aussi bien en Côte d'Ivoire que hors de la Côte d'Ivoire. Donc c'est la loi faible des grands nombres, mais il faut faire la loi forte des grands nombres, c'est-à-dire plus de qualifications, plus de diplômés et plus d'élèves excellents pour que la Côte d'Ivoire soit dans la catégorie des pays en matière de formation qui soit un pays
excellents. Nous avons la capacité. L'exemple l'INPHB, qui est une référence, ben, il faut multiplier ce genre d'exemples-là pour qu'on puisse produire de plus en plus d'ingénieurs. Parce que l'industrie, c'est l'ingénierie. Si vous avez moins d'ingénieurs, vous avez moins d'industrie. Plus vous aurez des ingénieurs, plus ceux-là seront capables de créer des entreprises et de les faire tourner. Bien. Il y a aussi la question de santé. Vous souhaitez renforcer le capital humain en Côte d'Ivoire. Quelle réforme du système de santé envisagez-vous si vous êtes élu président? Le système de santé, il faut le voir à deux niveaux. Le niveau préventif. Le niveau préventif, la maladie la plus populaire en Côte d'Ivoire, c'est le palu. Après le choléra, plus d'autres maladies. Je pense que ça, c'est lié à l'assainissement de notre environnement. Nous avons une armée qui ne fait rien en temps de paix. Et donc, il faut utiliser cette armée-là. Ça, c'est le premier réservoir pour assainir notre environnement. Le deuxième réservoir de main-d'œuvre, c'est les déscolariser, qui souvent ne font rien. Il faut instaurer la loi une loi spécifique pour le service civique qui permet à tous ces jeunes-là de bénéficier du revenu minimum d'insertion. Et en contrepartie... Il y a aujourd'hui les centres de services civiques qui existent sur le territoire national où ces jeunes sont intégrés et formés. Oui, mais ce n'est pas tous les jeunes. C'est sélectif. Il faut généraliser. Tout jeune, c'est un droit qu'il faut conférer à tout jeune. Parce que tout simplement, tout jeune a droit à un revenu minimum d'insertion. Et en contrepartie de ce revenu minimum d'insertion, eh bien, il y a des tâches d'utilité publique que ce jeune-là peut accomplir. C'est exactement, si vous voulez, la généralisation des filets sociaux. Aujourd'hui, les filets sociaux existent, mais c'est sélectif. Il faut que ça soit un droit pour tout le monde, tous les jeunes. Bien. Et puis, sur le volet santé? Ben, sur le volet santé, je vous ai parlé de l'aspect préventif, mais l'aspect... le système de santé en général? Le système de santé en général, aujourd'hui, il y a des avancées. Aujourd'hui, on peut dire qu'un centre de santé tous les 5 km, c'est possible. On a atteint ce niveau-là. Ben, ce qu'il faut faire, c'est d'abord l'équipement. Le plateau technique est souvent faible, et puis l'environnement. Souvent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il faut utiliser l'énergie solaire, c'est plus simple pour ces centres de santé-là. Et puis l'approvisionnement en médicaments. Nous n'avons pas d'industrie pharmaceutique très développée en Côte d'Ivoire. Et le temps est venu pour que, dans chaque région, on ait la possibilité de produire des médicaments adaptés. Et donc, pour nous, l'industrie pharmaceutique doit être un élément important, ainsi que l'industrie de matériel médical. Dans tous les cas, les deux vont de pair. Et donc, une fois qu'on aura mis en place cette politique-là, eh bien, nous sommes capables non seulement d'équiper nos centres de santé, mais de les approvisionner. Et puis, nous avons une médecine traditionnelle qui est très performante. Hein. Il faut moderniser par la recherche-développement, et puis par le développement des académies pour certifier ces médicaments-là et les autoriser à être sur le marché national et international. Et ça, cela est possible. Et qu'allez-vous faire de la couverture maladie universelle? La couverture maladie universelle ne peut survivre qu'à deux conditions. D'abord, ceux qui ont des revenus, qui peuvent s'offrir une cotisation qui puisse leur permettre d'avoir accès à la couverture maladie universelle. Et deuxièmement, ceux qui, pour le moment, n'ont pas de revenus, il faut les assister. Donc, si nous faisons une assistance médicale à côté d'une couverture maladie, eh bien, nous sommes capables d'avoir un système complet à condition que les plateaux techniques suivent et que les centres de santé soient approvisionnés pour que la couverture maladie puisse être efficace. Sinon, aller demander à un paysan qui est dans son campement d'acheter l'assurance maladie universelle, ça ne lui sert à rien. Parce que dans tous les cas, quand il est malade, c'est avec des médicaments traditionnels qu'il se soigne. Donc, il faut généraliser le plateau technique qui puisse permettre d'avoir accès d'une manière universelle à la santé. Bien. Alors, Awa Dombele, nous allons marquer une courte pause. C'est l'heure de la réclame publicitaire. On revient juste après pour la dernière séquence de cette interview, 30 minutes, mais après la pub. De retour de la pub, vous suivez Entre deux News durant cette période des campagnes. Tous les jours, nous aurons sur ce plateau des candidats ou leurs représentants
pour comprendre leur programme de société. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche que notre invité de ce soir est Awa Domelo. Bien avant la pub, nous étions dans le chapitre social. Dernière question sur ce chapitre. Comment renforcer la cohésion sociale dans un contexte politique souvent tendu, sinon tendu présentement? Il faut dire que la crise de 2002 jusqu'à 2011 s'est terminée par une vraie guerre. Et donc, cette guerre-là a divisé la nation ivoirienne en deux camps. Ceux qui ont pris le pouvoir et ceux qui ont été éjectés du pouvoir. Et cette crise-là, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, ne s'est pas refermée parce qu'il y a eu la commission dialogue, vérité et réconciliation qui avait été mise en place. Et dirigée par le Premier ministre Konambani. Bien. Et donc, qui a identifié l'ensemble des victimes, l'ensemble des bourreaux, mais il n'y a pas eu de relais pour passer d'une justice vers une justice transitionnelle qui puisse permettre donc non seulement de mettre face à face bourreaux et victimes et d'aller vers la réparation des victimes ou de demande de pardon et d'acceptation de pardon. Tant que ce processus-là n'est pas allé jusqu'à terme, eh bien, nous avons une Côte d'Ivoire qui reste toujours déchirée en deux. Et la méfiance a atteint un niveau tel que même lorsque vous allez chez un voisin, vous avez peur même de boire de l'eau. Parce que ce mur, cette méfiance-là continue de persister dans l'opinion et on se regarde beaucoup plus en ennemi qu'en patrie de la vraie fraternité. Il faut aller jusqu'au bout du processus. Et donc, moi, je propose deux instruments. D'abord, une loi d'amnistie, mais qui n'amnistie pas tous les crimes, hein, et il est bien évident. Certains politiques ont été amnistiés. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma logique. Une loi d'amnistie générale pour apaiser les tensions et puis une loi pour réhabiliter les leaders politiques qui ont perdu leurs droits politiques. Et ça permet de baisser la tension. Mais en même temps, il faut mettre en place une justice transitionnelle pour que les crimes qui n'ont pas été pardonnés par la loi d'amnistie puissent être pris en charge par une justice transitionnelle en reprenant le dossier du CDVR et donc en mettant face à face bourreaux et victimes. Et qu'on puisse identifier les victimes, réparer les dommages et les pertes subies et aller vers un processus de pardon accepté mutuellement qui puisse permettre donc d'éponger, je vais dire, cette crise-là et de retrouver la fraternité entre les Ivoiriens. Et donc voilà comment est-ce que nous pouvons opérer pour aller vers une véritable réconciliation. Sans condamner les accusés. Sans condamner les accusés. Si c'est pardonné, il n'y a plus de condamnation. Mais si une victime dit que non, je ne pardonne pas, ben la justice prend le relais. Et donc la justice prend le relais et puis la justice juge en fonction des crimes que la personne a commis. Donc il faut mettre face à face bourreau et victime. Bien. Nous sommes bien sûr dans le chapitre gouvernance publique et démocratie. Et quelles réformes institutionnelles pour garantir l'indépendance de la justice ivoirienne? Il faut mettre en place un comité des sages. Le comité des sages, c'est d'abord les anciens chefs d'État, les partis politiques les plus influents, quelques leaders religieux et traditionnels, et puis de la société civile. Évidemment, là, vous avez toute la diversité de la Côte d'Ivoire dans un conseil que nous appelons conseil des sages. Dans certains pays, on appelle ça gardien de la Révolution, dans d'autres c'est Conseil d'État, ça prend plusieurs noms dans plusieurs pays. Mais c'est un véhicule neutre, non ethnique, non politique, parce que transpolitique, et en même temps suffisamment indépendant des différents partis politiques pour que nous puissions mettre en place, je vais dire, un processus de neutralité de l'État, à savoir une commission électorale où les membres sont validés par le Conseil des sages, une magistrature suprême dont les membres sont validés par le Conseil des sages, et si tous les éléments de la démocratie et de la justice sont
obtenu d'une manière consensuelle. Nous avons une justice indépendante, une commission électorale indépendante, un découpage électoral consensuel, une liste électorale consensuelle. La démocratie peut jouer et la justice peut jouer son rôle. C'est ainsi que nous pouvons créer une république où il y a un pouvoir, des contre-pouvoirs, et nous avons une administration qui peut assumer sa neutralité vis-à-vis de chaque citoyen. C'est ainsi qu'on peut moderniser notre République et moderniser notre démocratie. Bien, vous avez parlé de la CEI. Voyez-vous une CEI avec ou sans les partis politiques? Peu importe, l'essentiel, c'est que tous les membres qui sont choisis soient choisis de manière consensuelle par le Conseil des sages qui regroupe tous les partis politiques. Et donc, évidemment, si vous choisissez un partisan, il y a l'autre parti qui va dire non, je ne veux pas de celui-là. Pour qu'on aille progressivement vers un choix consensuel qui soit accepté par toutes les parties. Et c'est la seule façon d'avoir un arbitre neutre. Si tout le monde choisit, forcément, cet arbitre est neutre. Et s'il est soupçonné, eh bien, le Conseil des sages peut remettre en cause sa neutralité et puis changer d'arbitre. C'est comme ça qu'on peut construire une véritable démocratie et qui soit avec une commission électorale indépendante et qu'on ait un code électoral consensuel et puis qu'on ait une démocratie avec un arbitrage qui donne satisfaction à tous les acteurs politiques. Bien, ce n'était pas prévu, mais votre critique de cette CEI? Mais la critique de la CEI, c'est qu'aujourd'hui, tous les membres sont choisis d'une manière, je dirais, partisane. D'apparence, on peut dire qu'il y a 18 membres, bon, il y a 4 du parti de l'opposition, 5 du parti au pouvoir, et puis quelques institutionnels. Mais quand on est dans le cadre d'un parti-État, quelle est la différence entre quelqu'un qui dit les membres, ministres ou bien représentants du ministère de la Défense et représentants à la CEI? Le parti-État, nous avons le parti qui gère l'État et le chef du parti est toujours chef de l'État. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de séparation entre l'État et le parti. C'est ce qui rend un peu biaisé la commission électorale indépendante. Et parce malgré tout, vous partez à cette compétition? Ben parce qu'il faut faire avec ce qu'on a. Certains ont refusé de ne pas y aller. Ben parce qu'il faut faire avec ce qu'on a. Puisque ce n'est pas moi qui décide. En espérant quoi en retour? En espérant que ça va s'améliorer. Parce qu'on peut battre un adversaire aussi avec sa propre commission électorale. Tout dépend de la volonté du peuple, parce que c'est le peuple qui est souverain. Si le peuple vote massivement, le peuple impose sa volonté. Ça a été le cas en 2000, ça a été le cas dans plusieurs élections, où le peuple a manifesté sa véritable souveraineté en imposant les résultats des urnes. Et donc, nous pensons que le peuple souverain saura prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, franchement, il est difficile de tricher. Et le problème de la fraude électorale, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, il faut qu'il y ait autour de l'urne des représentants de l'opposition comme des représentants au pouvoir, pour ne pas falsifier les résultats ou bourrer les urnes. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, le transport des PV. Il ne faut pas que ça change en cours de route. Et troisième niveau, il ne faut pas qu'une force militaire partisane vienne sortir du bureau de vote les représentants du candidat pour bourrer les urnes. Donc il y a toute cette dimension-là. Mais aujourd'hui, s'il y a une forte mobilisation populaire, il est bien évident qu'il est difficile de venir dire à quelqu'un « sors des urnes ». S'il y a une forte mobilisation populaire et que les candidats sont représentés, le PV qui va sortir des urnes, automatiquement, avec les nouvelles technologies, se retrouve dans tous les QG. Et donc, nous sommes capables de consolider des résultats dans chaque QG et puis avoir chacun ses résultats et comparer. Et donc, chacun va à la commission électorale indépendante avec les résultats qu'il juge probants. Et donc, avec ça, il est bien évident que le débat démocratique peut avoir lieu pour savoir qui a véritablement gagné les élections. Et donc, c'est ce combat-là que nous voulons mener. Il y a une CEI, mais il faut mettre en place des contre-pouvoirs autour de la CEI. Et ces contre-pouvoirs-là, eh bien, c'est les nouvelles technologies qui peuvent servir de contre-pouvoir. Il reste moins de 2 semaines pour cette élection. Vous avez déjà le soutien de certains leaders de l'opposition, dont Kevin Fini de Pro Côte d'Ivoire, la Moussa Dianko du Renouveau démocratique. Est-ce que vous espérez également un soutien des dernières minutes du PPACI, votre parti politique, et du PDCI-RDA également, qui fondent ensemble le Front commun?
Ben, tous les soutiens sont bienvenus. Je crois qu'aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de tous d'utiliser la voie des urnes. Parce que la Constitution nous donne la possibilité de sanctionner un gouvernement par les urnes. C'est ce que nous autorise notre Constitution. Et donc, si nous voulons sanctionner le gouvernement qui est là, à quoi sert de combattre les opposants qui cherchent à prendre le pouvoir? Il faut les accompagner pour sanctionner ce gouvernement dans les urnes et donc changer de régime. Si certains préfèrent encore M. Ouattara à M. Domelo, c'est leur choix. Hein. En me combattant, évidemment, ils soutiennent directement et indirectement l'adversaire qui ne veulent plus. Donc c'est un choix. Et notre rôle, c'est d'expliquer aux militants que si vous ne voulez plus de M. Ouattara, allez-y le sanctionner dans les urnes. Et choisissez n'importe quel candidat de l'opposition que vous voulez bien voir. Et donc c'est comme ça qu'on peut convaincre l'électorat pour que l'électorat aille dans les urnes pour sanctionner le gouvernement et mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale qui va engager la Côte d'Ivoire sur le chemin de la démocratie, où on va passer des partis-États que nous avons toujours observés à un État véritablement démocratique et mettre tous les Ivoiriens au travail, quel que soit leur parti politique et leur religion. Or, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est atteinte de ce que je peux appeler, elle est atteinte de ce que je peux appeler un AVC, c'est-à-dire hémiplégique. Le parti qui est au pouvoir s'accapare de tout, et puis ceux qui ne sont pas au pouvoir, eh bien, sont gelés en attendant de revenir au pouvoir. C'est de l'alternance sans alternative. Bien. Et les électeurs vous attendent également sur le chantier de la corruption. Comment allez-vous parvenir à lutter contre ce fléau-là, la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut généraliser l'informatisation de l'administration pour que plusieurs actes, disons, administratifs soient réalisés par Internet. Ça, c'est la première décision. Il faut rendre la justice indépendante. Et il faut mettre en marche la haute cour de justice. C'est ainsi qu'on aura tous les éléments. Si nous avons une justice indépendante telle que j'ai décrit, et nous avons la haute cour de justice, eh bien maintenant c'est le système d'alerte de la société civile pour dénoncer tous les corrompus, et puis la justice prend le relais. Vous savez, il y a des pays comme le Cap-Vert ou le Botswana qui ont éliminé complètement la corruption, mais par des mécanismes d'alerte et des mécanismes de sanctions qui puissent permettre d'éradiquer progressivement la corruption. Et puis, bon, il faut faire face à l'ensemble des problèmes sociaux qui exercent aussi une forte pression sur les cadres et qui souvent sont obligés soit de se laisser corrompre pour faire face aux problèmes sociaux ou de se laisser entraîner dans des circuits tels que les margouillas pour être surendettés et puis finalement être incapable de faire face à ses responsabilités de serviteurs de la nation. Donc il y a un certain nombre de fléaux qu'il faut qu'on élimine dans notre société. C'est pour ça que ma politique sociale, elle est robuste, parce qu'avant tout, je suis socialiste. Bien, il y a aussi le chantier de la résilience climatique et développement durable. Pourquoi faire de la résilience climatique un pilier de votre programme des sociétés? C'est important parce que la Côte d'Ivoire, évidemment, ne produit pas trop de gaz à effet de serre, mais subit le changement climatique au niveau international. Et donc, ce changement climatique a plusieurs effets. D'abord, au niveau de l'agriculture, nous constatons que le calendrier agricole, aujourd'hui, ne coïncide plus avec le calendrier pluviométrique. Ce qui fait que vous pouvez planter au moment où vous attendez la pluie ne vient pas. Et donc, vos plantations, ce que vous avez planté meurt. Ou bien vous plantez et au moment où vous ne vous attendez pas à la pluie, elle vient en abondance. Dans tous les cas, vous perdez de la production. C'est ce qui explique l'impact aujourd'hui sur la production du cacao à travers le monde, ce changement climatique-là. Et donc, c'est un élément important. C'est pour cela qu'il est important qu'on puisse restaurer notre couvert forestier qui a été fortement troublé. Et donc, ça permettra non seulement de constituer des puits de carbone, mais en même temps de réguler le système climatique. Et évidemment, il faut changer de système agricole pour aller vers l'agriculture irriguée qui puisse permettre donc de faire face à la variation climatique. Le deuxième élément du changement climatique, c'est les inondations. Aujourd'hui, on a beaucoup d'inondations. C'est-à-dire qu'on a calculé les caniveaux en tenant compte... C'est plus concentré sur Abidjan. Oui, parce qu'il y a un problème de perméabilisation du sol à Abidjan. On a tellement bitumé et bétonné
qu'il n'y a plus de possibilité d'absorber une partie de la pluie par l'infiltration. Et donc, tout court vers les caniveaux. Et comme on a des pics de pluviométrie et que les caniveaux ne sont pas dimensionnés pour ces pics de pluviométrie, vous avez donc la conjugaison de ces deux effets-là qui fait qu'il y a inondation. Et donc, lorsqu'il y a inondation, c'est une catastrophe naturelle. Et souvent, ça détruit les côtes, et ça détruit des maisons, et ça inonde nos villes. Donc, il faut des systèmes d'alerte précoce et des systèmes d'intervention. Comme j'ai dit, nos militaires, en temps de paix, doivent être des véritables guerriers contre les catastrophes naturelles et contre la pauvreté. L'une des conséquences des inondations, c'est aussi la mauvaise gestion des déchets. Ben, bon, aujourd'hui, il faut constater qu'à Abidjan, il y a une amélioration. Ça, c'est vrai. Mais on doit aller plus loin. On doit aller plus loin. Même l'incivisme de la population on doit aller plus loin. Justement, c'est là que il faut qu'on éduque la population et qu'on mette en place des mécanismes qui leur permettent de collecter leurs déchets tout le long de leur parcours. C'est comme les déchets solides, c'est comme les déchets liquides, où on déverse de l'eau usée un peu partout. Quand on a fini de laver son linge, on sort derrière la maison et puis on déverse l'eau, etc., etc. Ce sont des vecteurs de génération de paludisme. Et donc, nous devons assainir notre environnement et éduquer la population au civisme. Et donc, c'est tout ce mécanisme-là d'éducation qui doit permettre donc de régler les problèmes d'ordures. Et si nous y arrivons, eh bien, nous aurons fortement contribué. C'est pour ça que je dis qu'il faut une éducation de la population par le service civique. Voilà, le service civique, et puis par les retraités. On a plein de retraités, il suffit de les indemniser pour qu'ils soient des éducateurs de la société. Et donc, nous avons beaucoup de capacités de former la population au civisme. Et donc, il faut utiliser toutes ces capacités-là pour aller de l'avant. C'est comme les églises, c'est comme les mosquées, qui sont des lieux qui sont utilisés uniquement, souvent 1 jour sur 7. Mais qu'est-ce qu'on fait du reste du temps? Est-ce qu'on ne peut pas exploiter ça pour donner de l'éducation civique à la population ou les alphabétiser? Donc, il y a autant de possibilités que notre programme a prévu pour le développement du civisme et le développement du capital humain. Parce que c'est l'homme qui crée la richesse. Bien. Ce n'est rien d'autre. Un mot sur le panafricanisme et votre politique extérieure. Quelle position adopteraient vos relations avec la France, les États-Unis, la Chine et les BRICS? Eh bien, pour moi, il faut qu'on ait notre souveraineté et qu'on puisse aller chercher, parce que ce qui nous manque, comme je dis toujours, c'est la technologie pour industrialiser notre économie. C'est ce qui nous manque. Et donc, il faut aller chercher la meilleure technologie au moindre coût, partout où cette technologie se trouve. Il y a des pays qui sont spécialisés dans la production de médicaments, comme l'Inde, qui est une grande usine mondiale de production de médicaments, qui ont des techniques très simples et moins chères. Il faut aller chercher. Vous avez, en matière de production d'énergie nucléaire, vous avez un pays comme la Russie qui a une capacité énorme en matière de production de micro-centrales nucléaires. Ils sont très spécialisés, mais il faut aller chercher. Ils sont les meilleurs au monde, donc il faut aller chercher. C'est comme les satellites. C'est comme la télécommunication, c'est comme la cybercriminalité. C'est le plus grand au monde, il faut aller chercher. Et en matière agro-industrielle, je regrette, le Brésil est une des grandes puissances. Il faut aller chercher la technologie là-bas. Vous allez en Chine, c'est le pays le plus industrialisé. Ils fabriquent maintenant des usines clés en main et qu'ils viennent monter à moindre coût. Mais si nous voulons industrialiser la Côte d'Ivoire, il faut aller chercher. En Europe, on a encore des grandes écoles. Moi, j'ai fait l'école des ponts et chaussées, j'en suis très fier. Et je pense qu'on peut former encore des compétences dans ces universités. En Europe aussi. Est-ce que la Russie serait ce bon partenaire pour la Côte d'Ivoire? Tous les pays, je dis, là où on n'a pas besoin de la couleur ou du nom d'un pays pour savoir si la technologie est compétitive ou pas. Il faut aller prendre là où elle se trouve, que ce soit en Russie, en Chine, en France, aux États-Unis. Les GAFA, quels sont les meilleurs dans le monde? Mais c'est les États-Unis. Mais il faut aller chercher. On n'a pas besoin de se dire, comme c'est les États-Unis, je ne vais pas. Il faut aller chercher parce qu'ils sont les meilleurs.
Et donc, dans plusieurs secteurs, il y a des meilleurs, il y a des champions mondiaux. Il faut aller prendre leur technologie pour que la Côte d'Ivoire et l'Afrique soient parmi les pays et les continents les meilleurs au monde. Pour être les meilleurs au monde, il faut prendre les meilleurs de chacun. Et si nous prenons le meilleur de chacun, nous devenons le meilleur des meilleurs. Bien. Alors, dernière question sur ce chapitre, quittant l'Europe, les États-Unis. Venons en Afrique maintenant. Nous avons l'Alliance des États, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Quelle relation allez-vous mettre en place entre la Côte d'Ivoire et ces pays? Et puis, est-ce que vous envisagerez quitter la CEDEAO, qui est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on a l'AES. On a la CEDEAO qui sont opposés. Il y a une fracture. Le plus important, c'est de chercher les identités remarquables de ces deux organisations et de bâtir une nouvelle organisation. Parce que nous devons aller vers, de mon point de vue, vers une nouvelle organisation de l'Afrique de l'Ouest sur la base de l'ECO. Puisque sur l'ECO, il y a un consensus entre tous les pays de la CEDEAO. Sur cette base-là, on peut... L'ECO qui peine à être mise en place. Parce qu'il y a certains pays qui ne sont pas encore souverains et donc qui empêchent la mise en place de l'ECO. C'est tout. Si la Côte d'Ivoire accède à la souveraineté, en tant qu'une économie très forte en Afrique de l'Ouest, elle peut entraîner tous les pays francophones dans cette dynamique de l'ECO. Et je pense que la Côte d'Ivoire est le dernier verrou pour qu'on puisse adopter l'ECO. Et si la Côte d'Ivoire devient souveraine, on aura notre ECO. Comment les États-Unis se sont construits? C'est sur la base du dollar. Ceux qui ont adopté le dollar sont devenus membres des États-Unis d'Amérique. Et donc, d'un petit groupe d'États, aujourd'hui, tous les États d'Amérique sont devenus membres des États-Unis d'Amérique. C'est cette dynamique-là qu'il faut créer. Donc, l'ECO servira de base à une dynamique confédérale au niveau de l'Afrique de l'Ouest et nous irons véritablement vers une nouvelle organisation que je souhaite que ce soit une confédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais ça, c'est ce que je souhaite. Mais il faut échanger avec les autres pays pour arriver vers un consensus d'une nouvelle organisation qui puisse intégrer la CEDEAO et l'AES dans une nouvelle mouture. Bien. Et donc, on aura un parlement, on aura une banque centrale, on aura une banque d'investissement, on aura un système d'échange mutuel, etc., etc., et une défense commune pour faire face au djihadisme. Et donc, si nous avons une défense commune, nous sommes capables de faire face aux menaces djihadistes et aux problèmes sécuritaires, surtout dans l'espace CEDEAO, pour qu'on puisse circuler librement, sans le danger que représente le djihadisme aujourd'hui. Bien, nous allons terminer, chuter avec ce dernier chapitre. Il s'agit du fonds souverain. C'est un rêve que vous nourrissez. Sur sa faisabilité et la gouvernance, Monsieur Don-Melo, vous proposez la création d'un fonds souverain par des revenus de matières premières et excédents commerciaux. Mais concrètement, dans un contexte où la plupart de ces ressources sont déjà engagées dans des partenariats avec des multinationales, comment comptez-vous récupérer ce contrôle sans provoquer un choc économique ou diplomatique? Mais c'est ce que j'appelle la souveraineté économique. Les licences, pourquoi on les donne aux multinationales? Entre nous, ça ne se justifie pas. Vous imaginez une multinationale qui a une licence qui part de 2023 à 2030. Est-ce que vous allez interrompre cette licence? Les licences sont renouvelables. C'est comme les concessions, c'est à durée déterminée. Et donc, c'est une question de négociation. Je vous renouvelle votre licence ou pas. Ça, c'est la volonté souveraine des États. Donc, je peux décider de ne pas renouveler une licence. Je peux décider de mettre fin à un contrat de concession. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ressources qui s'échappent de ces licences-là et qui ne reviennent pas à la Côte d'Ivoire. Moi, mon souhait, c'est que ces énormes ressources aillent vers un fonds souverain. Je prends le cas du gaz ou du pétrole ou de l'or, de l'exploitation. Quand vous prenez un contrat de concession d'or, la Côte d'Ivoire a peut-être 10%. Et puis, celui qui a découvert, enfin bref, l'or, excusez-moi, mais si vous investissez même 1 milliard pour découvrir 100 milliards, je crois que la justice veut que votre part soit égale à 1 milliard et que la part nationale soit, je vais dire, 99 milliards. Mais c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a 5-10%, et puis bon, ben, celui qui a investi 1 milliard a 90% de notre ressource en or. Oh, ça, c'est des devises qui peuvent alimenter un fonds souverain.
Donc nous avons beaucoup de possibilités à partir de nos matières premières de constituer un fonds souverain. C'est ce que les pays arabes font, c'est ce que la Norvège fait, c'est ce que tous les pays qui ont un fonds souverain font. Et ces fonds souverains-là, c'est ça qui constitue la base de leur souveraineté financière. Bien. Et en même temps la base de financement de leur souveraineté économique. Bien. Et donc je crois que ce qui a pu être réalisé ailleurs, sans grandes ressources, nous, on a le pétrole, le gaz, le cacao, le café, le coton, l'anacarde, le palmier à huile. Bien. On a énormément de richesses. Dernière question avant votre dernier message aux électeurs, aux téléspectateurs ivoiriens. Vous insistez sur le contrôle étatique de ce fonds souverain, mais l'expérience de plusieurs pays africains montre que les fonds souverains deviennent souvent opaques et mal gérés par nos États. Quelle garantie concrète de transparence, de gouvernance et d'audit indépendant comptez-vous mettre en place pour éviter toute dérive? C'est la bonne gouvernance. Il faut sanctionner les mauvais gestionnaires, c'est tout. Si vous constatez une défaillance, d'abord, il faut certifier le fonds souverain pour que les procédures, les processus qui sont mis en place permettent de détecter toutes les formes de déviance par rapport aux procédures, aux processus. Une fois qu'une structure est certifiée, tout dépend maintenant des mécanismes de sanctions qu'on met en place. Si on détecte, on audite qu'on détecte, qu'on ne sanctionne pas, eh bien la mauvaise gouvernance continue. Or, moi, ce que j'envisage en matière de justice, c'est une justice indépendante et donc des institutions qui sont capables d'interpeller. Et puis un Parlement avec une haute cour de justice. Donc celui qui gère mal, il est interpellé, il est sanctionné et ça ne va plus se reproduire. Donc tout dépend du système de bonne gouvernance mis en place pour pouvoir avoir une bonne gestion. On a fait appel aux compétences lorsque on avait pris le pouvoir avec Laurent Gbagbo en 2000. Qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé un appel d'offres pour choisir les Ivoiriens les plus compétents, sans tenir compte de leur appartenance politique, mais ils ont fait du beau boulot. Au niveau du Trésor, au niveau de l'impôt, au niveau d'un certain nombre de structures étatiques. Et donc, il faut, c'est pour ça que je dis, la Côte d'Ivoire a suffisamment de potentiel en ressources humaines pour qu'on se débarrasse des considérations politiques. Il faut que les meilleurs talents gouvernent la Côte d'Ivoire, indépendamment de leur appartenance politique. Et c'est comme ça qu'on peut construire une Côte d'Ivoire démocratique. En somme, est-ce qu'on peut dire que ce fonds souverain est le socle de votre programme de société? C'est la dimension financière de notre programme de société. Parce que si vous n'êtes pas financièrement souverain, eh bien vous êtes incapable de financer votre développement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On fait une campagne, on a un programme, et puis à la fin, on demande aux bailleurs de fonds de venir financer. Mais quel bailleur de fonds occidental a intérêt que l'Afrique s'industrialise? Aucun. Ils ont besoin tout simplement des matières premières africaines. Mais ils n'ont pas besoin que l'Afrique s'industrialise. Donc si nous n'avons pas une capacité d'industrialiser la Côte d'Ivoire ne sera jamais industrielle. Évidemment, il y aura quelques industries, mais de l'extérieur par l'extérieur. Mais jamais potentiel industriel de l'intérieur, par l'intérieur, pour l'intérieur et pour le continent africain. Bien, Awa Domelo, nous sommes au terme de cette interview. Mais dernière question, si vous êtes élu au soir du 25 octobre prochain, quelle serait votre première action symbolique qu'allez-vous poser? D'abord, comme je dis, il faut une loi d'amnistie générale et un processus de réconciliation par une justice transitionnelle. Ça, c'est le b.a.-ba parce que la méfiance est telle qu'il faut briser ce mur de méfiance-là pour faire de la Côte d'Ivoire la patrie de la vraie fraternité. Et deuxièmement, au niveau économique, il faut réviser toutes les licences et les contrats de concession pour créer ce fonds souverain-là. Et troisièmement, il faut mettre en place un système minimum pour mettre tous les Ivoiriens au travail. Tous les jeunes déscolarisés au travail, il faut une loi sur le service civique et le revenu d'insertion, le revenu minimum d'insertion pour que chaque citoyen soit souverain individuellement. Parce que la souveraineté, elle est d'abord individuelle avant d'être collective. Si vous avez une population qui est dépendante, il est bien évident que votre souveraineté est assise sur du sable mouvant. Bien. Voilà un peu les grandes décisions qui vont
caractériser la mise en place de la souveraineté individuelle et de la souveraineté collective pour aller vers une souveraineté industrielle. Bien, en 30 secondes rapidement, un mot aux Ivoiriens. Eh bien, l'appel que je lance à l'ensemble des Ivoiriens, c'est que vous avez le choix entre une gouvernance que je peux appeler de droite, qui désengage l'état de la production et donc qui laisse chacun à son sort, et une gouvernance où l'État intervient pour non seulement assurer la souveraineté individuelle, mais la souveraineté collective. Et donc ce choix-là, c'est à travers les urnes que vous devez effectuer votre choix. Donc j'appelle tous les Ivoiriens à se rendre dans les urnes pour faire le bon choix. Et le bon choix s'appelle Domelo. Merci Awa Domelo d'avoir répondu une à toutes nos questions. Et chers téléspectateurs, ainsi marque la fin de cet entretien exclusif avec Awa Domelo, candidat à la présidentielle ivoirienne d'octobre prochain, du 25 octobre prochain. Faut-il le signifier bien avant cette émission, conformément aux invites du régulateur, la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle. Nous avons bien sûr envoyé des invitations à tous les candidats à cette élection présidentielle. Seul le candidat Awa Domelo a répondu à notre invitation. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à demain pour un autre numéro d'Entre-deux News. Je tiens à rappeler qu'au cours de ces 2 semaines de campagne, chaque soir à partir de 19h30, nous aurons sur ce plateau les représentants des candidats pour aborder dans des détails les différents aspects de leur programme de société. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous. Bonsoir.